Nous recevons ce matin le recteur de l'Académie de Mayotte pour parler de la rentrée scolaire, pour parler du Covid dans les établissements scolaires de Mayotte. Gilles Albou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, merci à vous et puis bonne année à vous et à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Merci, vous aussi, bonne année. Comment vont les écoles de Mayotte? Écoutez, elles vont comme Mayotte. Donc on a beaucoup d'enseignants qui sont malades, malheureusement, et qu'on s'efforce de remplacer. On a aussi des élèves malades. Et puis, on a anticipé un certain nombre de mesures, on en reparlera. C'est l'occasion dans nos écoles de rappeler les bons gestes barrières, de rappeler aussi toutes les préconisations en matière de nettoyage, en matière d'aération, et puis aussi de déployer sur nos écoles les protocoles sanitaires qu'on adapte évidemment aux réalités du terrain. Alors, vous disiez beaucoup d'absents pour les enseignants et les élèves. On discutait au moment où on s'est fait prendre par le direct entre absence et absentéisme. On est effectivement plutôt sur de l'absence parce que les gens ne souhaitent pas ne pas être présents. Les taux... On n'est pas du tout, et je tiens à le dire, dans un contexte de mauvaise volonté. C'est pour ça que quand je vois ici et là le terme absentéisme, vous savez, il y a beaucoup de termes qu'il faut reprendre. Et aujourd'hui, on a des profs qui sont absents. Ils sont absents parce qu'ils sont malades. Oui. Ils sont absents aussi, certains, parce qu'ils ont été contaminés en métropole et donc ils n'ont pas pu prendre l'avion, même s'ils sont asymptomatiques. Donc c'est plutôt là des mesures de précaution, des mesures qui vont dans le bon sens. On ne met pas des enseignants malades devant les élèves, mais ce n'est pas, on va dire, un absentéisme qui est souvent connoté négativement. On dit, voilà, le prof, pour un oui, pour un non, ils ne viennent pas devant les élèves. On en reparlera parce que vous savez, demain, il y a aussi un mouvement national qui est un mouvement, on va dire, un petit peu aussi de ras-le-bol d'une certaine partie et d'une grande partie du monde enseignant qui se sent mal considérés. Ils sont mal considérés et donc aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit. On a des cadres responsables, des cadres qui ont tenu la baraque, qui sont présents, pour ceux qui ne sont pas malades, sur le terrain, qui sont confrontés à une dure réalité. On reviendra sur les problèmes de violence, on reviendra aussi sur les problèmes de locaux. On est sur un territoire qui se construit encore. On a des cadres qui soient enseignants, administratifs, techniques, qui sont de grandes compétences, de grandes valeurs. Donc évitons justement ces mots qui sont connotés négativement. Les taux, justement, combien aujourd'hui de personnel du rectorat est absent et combien d'élèves sont absents? Alors, à peu près. Globalement, sans faire de distinction entre l'ensemble des différentes catégories, on doit avoir 1 millier de personnel absent. Sur combien? Ça fait combien de pourcents? Ça fait à peu près 15%, puisqu'on a un peu plus de 7500 personnels, 7500, bientôt on va frôler les 8000 avec tous les emplois nouveaux que nous avons et que nous ouvrons, avec une répartition, on va dire, à peu près proportionnelle par catégorie, à peu près 450 personnels absents dans le second degré, 430 dans le premier degré. Donc vous voyez, et puis aussi des personnels de vie scolaire. On est à peu près 15%, ce qui, on se comparait avec Olivier Braic et les chiffres à l'ARS et au CHM, on est dans les mêmes proportions de personnel absent. On a un virus qui ne regarde pas si, si on est fonctionnaire de l'éducation nationale, personnel hospitalier ou autre. Et chez les élèves, combien à peu près d'absents aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je peux pas vous le dire parce que justement là, autant on anticipe avec les personnels de l'éducation nationale, donc on avait les chiffres en amont. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même moins de contamination. Et d'ailleurs, Olivier Braic va regarder aussi l'évolution des chiffres par tranche d'âge. On sait que les jeunes sont quand même moins touchés que les moins jeunes. On est certainement dans une fourchette entre 5 et 10% selon là aussi les classes d'âge. Mais vous le savez aussi, les jeunes sont beaucoup moins symptomatiques que les moins jeunes. Et donc, évidemment, on les teste moins. Vous savez qu'actuellement, quand on teste quelqu'un, on a 4 chances sur 10, 40%, de trouver un positif. Alors, ceux qui viennent se faire tester sont plutôt ceux qui ont des doutes. Quand on fait un test, entre guillemets, à l'aveugle, on regarde par exemple les tests qu'on fait avant de prendre l'avion, on est plutôt 1 cas sur 4.
Alors, ce qui dit déjà beaucoup sur la contamination du territoire. On est peut-être entre 20 et 25% de personnel positif, peut-être en moyenne. Chez les jeunes, il faudra qu'on voit avec l'ARS, on est certainement dans des ratios moins élevés. Mais ça nous amène évidemment à la prudence. Puisque vous parlez des tests, il faut redonner du sens justement à cette politique de test. Le Premier ministre a changé, l'a décidé là en début de semaine de simplifier, c'est-à-dire c'est plus un test PCR et deux autotests, c'est 3 autotests et une attestation sur l'honneur. C'est plus facile à gérer du coup. Tout à fait. Alors évidemment, nous à Mayotte, on avait déjà, d'un certain point de vue, anticipé ces lourdeurs, puisqu'on avait même préconisé, et c'est ce qu'on continue à préconiser, que les tests se fassent même sur place, parce qu'on sait aussi que si on commence à distribuer des autotests à Tire-Larigot, non seulement on va distribuer un autotest, on va distribuer carrément un kit, tout le monde va nous demander des kits, on ne sait pas où vont partir les kits, donc vous les faites vous-même. On a 3 centres de dépistage. Alors on a 3 centres de dépistage pour nos personnels, et puis autant que faire se peut, on conseillera aux jeunes soit de faire leur autotest dans les infirmeries, donc en présence d'une infirmière ou d'un infirmier qui peut le guider, ou pour les plus jeunes, on va déployer des campagnes de dépistage salivaire, donc c'est moins intrusif. Bien sûr. On a la capacité, je rectifie parce que j'ai lu que c'était 3000 tests salivaires, c'est 300 par jour, on peut en faire 300 par jour, ce qui est déjà beaucoup. Évidemment, ça nous permet, notamment quand, je ne sais pas, si on a une dizaine de classes dans le premier degré qui sont impactées, on peut tester toute la classe sans problème. C'est ce qu'on a fait, je donne l'exemple, juste hier à Combagny, on y est allé et puis on a bien fait parce que beaucoup d'élèves dans la classe étaient touchés. Donc, il faut redonner du sens, et je le dis aussi parce qu'on ne teste pas pour tester. Les organisations syndicales nous interrogent en nous disant mais finalement dès qu'il y a un cas, pourquoi on ne ferme pas la classe? La logique est pas uniquement de garder le maximum d'élèves en présentiel, même si ça reste notre logique. On sait que l'école c'est important, ça fait du bien aux enfants d'être sociabilisés. On sait qu'en plus, à Mayotte, suivre l'école à la maison, ça pose beaucoup de problèmes, vu les conditions de vie de nos élèves. Mais aussi, s'auto-tester, c'est soi-même se mettre à l'abri et surtout protéger les autres. Quand on sait qu'on est positif, on change son comportement, on s'isole, on ne va pas voir la grand-mère, le bas-coco. Et éternuer en plein supermarché. Et voilà, et on doit renforcer encore plus les gestes barrières. Je le redis parce qu'il faut qu'il y ait du sens dans tout ce qu'on fait. Et là aussi, vous savez, on a nos personnels, et je le redis, qui sont vraiment responsables et qui de temps en temps ont l'impression qu'on les infantilise. Non, c'est tout le sens aussi du bon dialogue. Enfin, j'espère, vous interrogerez les organisations syndicales à ce sujet qu'on a avec les organisations syndicales, c'est aussi de redonner du sens à ces mesures. Aujourd'hui, les principales mesures sur lesquelles on doit travailler, ce sont des mesures de bon sens. C'est nettoyer les salles de classe, c'est aérer, ventiler les salles de classe. Ce pas des mesures aujourd'hui qui vont être révolutionnaires, mais qui demandent de remettre en état les NACO, les ventilateurs, aux mairies et à nous-mêmes dans le second degré d'être très vigilants sur le nettoyage, aussi d'être très vigilants sur le port du masque, sur les lavages des mains. On me dit qu'ici et là, eh bien, il y a du relâchement. Et donc, avant de demander des mesures supplémentaires, et on le voit, ça crée du stress, les personnels ils se disent, bon voilà, un nouveau protocole, on nous demande encore de changer, qu'on fasse déjà bien ce qu'on est censé faire. Il y a combien de classes fermées aujourd'hui, Monsieur Albou, à peu près? Alors, le problème, c'est qu'on va faire un tout, parce que vous savez qu'on a fermé, alors là j'ai les chiffres d'hier et d'avant-hier, beaucoup de classes à cause des coupures d'eau. On a donc dû fermer une vingtaine de classes, donc essentiellement sur des problèmes de coupure d'eau. Donc, et pour le Covid, vous en avez fermé combien à peu là, près? on en a 3, je crois. Ce qui n'est pas beaucoup par rapport à la métropole. Pas beaucoup. Voilà. Alors, 4. Vous parliez, je cumule 4. Vous parliez tout à l'heure du mouvement de grève de jeudi. On annonce 75% de grévistes en métropole. Comment vous anticipez les choses ici? De toute façon, comme pour chaque mouvement de grève, ce que j'ai envie de dire, c'est que, et c'est ce que j'avais commencé à dire, aujourd'hui, on a des personnels de l'éducation nationale
qui sont, je le dis à nouveau, des cadres responsables et qui ont voilà, l'impression qu'ils sont comme les personnels soignants, comme d'autres personnels en première ligne et qu'ils sont certainement, et c'est un ressenti, mal considérés. Moi je le dis aujourd'hui, à Mayotte, c'est le message qu'on doit faire passer. On a en face de nous des personnels extrêmement mobilisés, des personnels qui ont conscience de leurs responsabilités. Le dialogue que l'on a avec les organisations syndicales, il est plutôt constructif, il est ouvert. On était vendredi dernier en échange avec les uns et les autres. On n'est pas évidemment d'accord sur tout, mais globalement, l'échange est fluide. Et moi, je fais confiance à nos enseignants, je le dis aussi, et certainement que demain, c'est peut-être un recteur ne devrait pas dire ça, mais certainement que demain, on aura beaucoup de personnel qui spontanément auraient fait grève et qui vont se dire écoutez, à 3 jours de la rentrée, moi j'y vais quand même parce que voilà, il faut prendre les élèves, etc. Donc les chiffres que vous avez donnés, on les aura à Mayotte, nous, vraiment Bien demain, sûr. mais ils seront certainement sous-estimés par rapport, on va dire, au malaise général et que si on avait des personnels, j'ai envie de dire, comme certains les décrivent, voilà, que vous avez prononcé le mot absentéisme, dilettante, etc., on en aurait beaucoup plus. Moi, je pense aujourd'hui qu'on a sur Mayotte, et d'ailleurs ailleurs, évidemment, sur le territoire, des personnels extrêmement responsables, mais qui expriment aujourd'hui un malaise qui vient de loin. Hein. Vous savez que les conditions d'attractivité du métier d'enseignant ne sont pas ce qu'elles étaient, on va dire, pour les générations d'avant. Et on a des mesures aujourd'hui avec le Grenelle de l'éducation qui vont revaloriser les carrières. Tout ça va prendre du temps. Il faut aussi changer l'image de cette profession dans la société, d'où l'importance du bon emploi des mots. Et puis, il faut aussi qu'on ait un dialogue, on va dire, entre le rectorat et les personnels qui soit revu, qui soit, on va dire, plus en responsabilité. C'est ce qu'on essaye de faire ici. Je ne dis pas qu'on est forcément exemplaire, mais le message que je voudrais faire passer vraiment aux auditeurs qui nous écoutent, parce que j'entends et je vois sur les réseaux sociaux, allez, à nouveau une grève, ils sortent de vacances, ils s'y remettent. Non. Aujourd'hui, on a des personnels qui montrent un certain malaise, il faut l'entendre, mais de l'autre côté, on a aussi des personnels extrêmement responsables. Impliqués. Alors, à l'éducation nationale, on ne fait pas que gérer le Covid, hein, on forme voilà. Aussi. Tout à fait. Vous continuez le développement de la mise en place de formations. Alors, dans un des échanges qu'on a eu par téléphone, vous reveniez sur un papier que j'avais écrit dans France Mayotte sur justement la formation des soudeurs qui vont être mobilisés pour le projet gazier au port de Longoni. Et le rectorat a avancé sur la mise en place de cette formation, je crois. Oui, alors sur ces formations et comme sur beaucoup de formations dont le territoire a besoin. Je pourrais vous envoyer la fiche qu'avait écrite à l'époque notre délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue, à l'époque où, vous vous souvenez, avec le préfet Colombet, nous étions mobilisés pour faire venir Total oui. Et pour que Mayotte serve de base arrière au déploiement de Total sur le canal du Mozambique. Donc ce projet, il existe. Il est très détaillé avec des partenariats avec évidemment des écoles de soudure en métropole. Il est prêt à être monté à la fois, on va dire, en termes d'implantation, en termes de formation, en termes, comme je l'ai dit, de partenariat avec des écoles de soudure. Dès que, on va dire, les choses se concrétisent, et on en discutera avec la nouvelle SGAF, puisque vous savez que nous avons Maxime Arriweiler qui vient d'être nommé et qui change de poste. Et dès que les choses seront fixées, notre projet est prêt à sortir. Évidemment, c'est une collaboration qu'on aura aussi avec le conseil départemental, dont c'est évidemment une des compétences côté port et aussi côté formation professionnelle. C'est vrai, les deux. Donc à la fois comme utilisateur et puis aussi comme prescripteur, et nous, on va dire, comme maître d'œuvre, avec évidemment les réseaux éducation nationale et avec les écoles. Donc ça fait partie aujourd'hui de notre stratégie au niveau de l'éducation nationale, c'est de coller avec les réalités du terrain. Vous vous souvenez, au début de l'année, j'étais allé à Sada sur les formations
digitalisation du commerce et de la vente, là aussi, on répondait à un besoin des employeurs et on a monté une formation pratiquement 100% en apprentissage. On le fait, on a beaucoup discuté avec les experts comptables, là aussi, pour développer ces compétences. On le fait sur d'autres niveaux. On n'oublie pas voilà, de monter des classes préparatoires pour rien vous cacher. Pendant ces vacances, c'est un petit scoop, il faut vous donner un scoop presque chaque matin à Coisy. On a discuté, j'ai profité des vacances et d'être sur Montpellier pour discuter avec les collègues de l'Université de Montpellier au déploiement d'un prochain IUT, en tout cas de département d'IUT sur Mayotte, parce qu'on sait aussi que c'est un grand besoin sur l'île d'avoir aussi ces formations technologiques. Et on continue dans tous les secteurs. Alors vous avez mis en place les classes préparatoires, le haut niveau. Si je ne me trompe pas, les premiers vont passer les concours à la fin de cette année. Vous attendez quoi comme résultat? Le niveau à Mayotte par rapport au niveau escompté pour avoir une place, c'est-à-dire réussir le concours. Concours, ça veut dire être classé dans les premiers. On tient la corde à Mayotte? Alors, vous savez, les classes préparatoires, les premières années, elles ont du mal à trouver leur public. D'ailleurs, ce qu'on dit sur les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, on peut le dire aussi sur donc les LAS, les licences d'accès aux études de santé qu'on a ouvert aussi au centre universitaire, où au début, les élèves et futurs étudiants hésitent un peu. Et donc, et puis aussi, voilà, il y a un saut, on le sait, entre la terminale et ces parcours, on va dire, préparatoires et très sélectifs ensuite les concours. Et donc, les résultats, les premières années seront, on va dire, moyens. Et on a aussi beaucoup d'abandon. Donc, quand la ministre Frédérique Vidal est venue, elle a rencontré d'ailleurs ces étudiants, alors là, pour le coup, en médecine, mais elle aurait pu rencontrer les étudiants en classe préparatoire. Premier message, c'est il ne faut pas baisser les bras. Entre la première année et la deuxième année, on a souvent la moitié qui s'en vont. C'est des chiffres qu'on retrouve dans toutes les prépas qu'on ouvre en métropole aussi. Alors après, les grandes prépas qui ont fait déjà leur sélection en première année ont moins de pertes en ligne, mais il y a aussi beaucoup de pertes. Donc il faut persévérer. Le deuxième message qu'on dit aux familles et aux jeunes, allez-y dans ces classes préparatoires, parce que si vous êtes bon à Mayotte, en plus vous pouvez rentrer le soir ou régulièrement chez vos familles. Quand on est en classe préparatoire, c'est important. Ensuite, de toute façon, le niveau, il ne ment pas. Donc nous, on nous dit aujourd'hui sur, on va dire, les 16, 20 qui étaient, une grosse quinzaine, donc peut-être 16 qui étaient en première année, il y en a 8, une dizaine qui continuent en deuxième année, c'est le début, et on en aura certainement 6 qui vont se classer, qui auront quelque chose, qui est un bon début. Ah oui, bien sûr. Et on aura, on va dire, des proportions assez semblables, c'est-à-dire une petite moitié qui finalement va bien réussir. Après, à terme, évidemment, on espère que l'ensemble de la cohorte y arrivera. Voilà. C'est déjà la fin de ce temps de parole. On n'a pas eu le temps de parler de sécurité, on n'a pas eu le temps d'évoquer ce que vous allez faire. Sécurité, juste un message. Vraiment remercier les forces de l'ordre, le gros travail qui a été fait par la préfecture. Vous savez qu'on a parlé de tout le travail qu'on a fait en amont pour préparer la rentrée. Ceux qui sont sur le terrain, et moi j'y vais régulièrement et j'y suis allé ces derniers jours, voient aussi tout le travail de fond qui a été fait par les forces de l'ordre, qui a été fait par les services de la préfecture, pour que là aussi les bonnes conditions sécuritaires soient au rendez-vous de cette rentrée. Pas d'incident d'ailleurs depuis lundi. Pour l'instant, on a des petites bagarres, vous le savez, vous en avez parlé ce matin. Mais voilà, il y a un travail de fond qui est fait. Il y a aussi un travail ponctuel qui est fait avec les parents, avec les associations de parents d'élèves, pour faire de l'éducation aux parents, pour là aussi faire en sorte que ces jeunes, il y a les grands voyous qu'il faut arrêter et qu'il faut traiter, puis il y a aussi ceux qui peuvent se laisser entraîner. Et là aussi, il y a un gros travail à faire à l'éducation à la parentalité, qu'on fait avec la FCPE, qu'on fait avec l'UDCSF. C'est un travail important qu'on fait sur les gros points chauds, qu'on fait actuellement beaucoup justement sur Kahani, qu'on a fait dans le Nord. Et je voudrais insister là aussi sur l'implication des parents qui sont au rendez-vous. Merci Gilles Albou. Mais merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.